matériaux résultants. D'accord? Donc, la théorie des matériaux composites, c'est en quelque sorte la matière première de la théorie de l'homogénéisation. Donc, comme je viens de dire, son objectif, c'est d'étudier les relations qui existent entre les différentes échelles. Donc, en physique, on sait très bien qu'il existe plusieurs échelles, l'échelle microscopique, mésoscopique et macroscopique. La question en homogénéisation, c'est comment, à partir du micro-échelle, décrire et converger vers un système ou bien un matériau en macro-échelle qui possède certaines propriétés physiques qu'on va choisir effectivement et efficacement. Voilà, donc pour donner un exemple, donc je commence par donner un exemple qui provient de l'industrie des bijoux, d'accord, en bijouterie. Donc, si vous considérez un matériau pur, par exemple l'or, donc on sait très bien que l'or possède des propriétés physiques euh, qui varient suivant l'objectif. Par exemple, euh, l'or, il se casse lorsqu'on veut faire des décorations. D'accord? Lorsqu'on veut faire un bijou euh, avec l'or seulement, donc il va se casser facilement. Donc, les industriels ou bien les ingénieurs de ce domaine, qu'est-ce qu'ils font? Ils considèrent un autre matériau, par exemple l'argent ou bien le cuivre, afin de rendre, de faire performer et de faire renforcer les propriétés physiques du matériau composite. Et donc, à ce moment-là, donc une fois on fait le mélange entre ces deux métaux, l'or et l'argent ou bien l'or et le cuivre. Donc, à ce moment-là, on obtient un matériau beaucoup plus puissant, beaucoup plus performant, qui a des propriétés physiques, comme j'ai dit, améliorées. C'est l'union ou bien la combinaison entre les propriétés physiques de chaque matériau mis à part. Et à ce moment-là, on peut faire de très belles bijoux, des colliers, de belles colliers, des boucles, etc. Donc, un autre exemple, ça provient de l'industrie des avions en aéronautique. On l'appelle aéronautique. Donc, en aéronautique, si on veut construire les ailes d'un avion, donc, qui sont très importantes, bien sûr, pour le bon décollage et la stabilité de l'avion. Donc, on doit penser à utiliser des matériaux composites. Car si on essaye de construire l'aile d'un avion avec un matériau pur, donc ce matériau pur va être très lourd et donc l'avion risque de ne pas décoller. Donc, du coup, il faut considérer les bons matériaux à combiner afin d'avoir un matériau ou bien une aile qui est léger, mais en même temps forte. Donc, ça peut paraître paradoxal. Donc, comment on peut construire un objet qui est lightweight, c'est-à-dire léger, et en même temps robuste et fort. Mais grâce à la théorie des matériaux composites, donc on va voir que c'est possible. D'ailleurs, c'est un des intérêts de l'étude de cette théorie. Donc, les matériaux composites se trouvent partout. Donc, même si on ne les remarque pas, donc les contreplaqués qu'on utilise dans nos maisons, en génie civil, le béton, dans la construction, le béton aussi, c'est un matériau composite obtenu par des mixtures entre différentes composantes et aussi les fibres optiques. Donc, les fibres optiques, donc, contrairement aux fibres classiques qui ne peuvent pas dépasser une centaine de mètres, donc on trouve qu'en réseau de télécommunication, les fibres optiques sont beaucoup plus adaptées car ils
ils n'ont pas le problème d'amplification de signal, donc ils ne présentent pas ce problème d'amplification de signal, et aussi ils peuvent être installés sur des dizaines de kilomètres au lieu d'une centaine de mètres euh, dans le cas des câbles classiques. Donc, c'est pour cette raison-là qu'on les trouve souvent dans les réseaux de télécommunications et aussi dans la construction des nouvelles ordinateurs. Donc, les matériaux composites aussi sont utilisés dans le monde d'ingénierie, que ce soit en électricité ou autre. Donc, par exemple, cette figure que vous voyez ici, donc on sait que en physique, une des propriétés qui est très, très intéressante, c'est la propriété de dilatation thermique. Donc, qu'est-ce qu'il nous dit cette propriété? Il nous dit que tous les objets sous l'effet de la chaleur, ils se dilatent et lorsqu'il fait froid, ils se rétractent. Donc, mais grâce à la théorie des matériaux composites, on peut inverser cette propriété. C'est-à-dire, je peux construire un matériau composite qui a la propriété de dilatation lorsqu'il fait froid et il se rétracte lorsqu'il fait chaud. Et en jouant sur la structure géométrique de l'objet. Donc voilà, donc là vous voyez que lorsqu'il fait froid, donc pour une température décroissante, lorsqu'il fait froid, on a une dilatation de la structure et lorsqu'il fait chaud, donc on a une rétraction. On a une rétraction de notre structure. Et donc, grâce à des géométries bien particulières, donc on peut inverser les propriétés physiques qu'on a déjà dans la théorie classique de la mécanique ou bien de l'électricité. Voilà, donc il y a d'autres types et d'autres exemples de ce type d'instruments ou bien de matériaux. Donc, je réfère au livre de Graham Milton sur la théorie des composites. Donc, la nature aussi il contient un nombre très important de composites. Donc, par exemple, les alvéoles ou bien les nids des abeilles sont des matériaux composites ou bien peuvent être considérés comme des matériaux composites qui sont constitués de 90% de cire et 10% de propellus. Et aussi, on peut trouver aussi le coton. Donc, le coton aussi, il peut être vu comme étant un matériau composite, donc, qui est construit à partir du cellulose et un pourcentage aussi de l'air. Donc, voilà, donc la nature aussi, il contient pas mal de matériaux composites. Donc, les os, les nuages aussi peuvent être vus comme des matériaux composites. Donc, les exemples sont beaucoup plus très nombreux qu'on peut les dénombrer. Donc, pour d'autres exemples des matériaux composites, je réfère au livre de Matthew et Rowling sur les exemples provenant de la nature ou bien de l'ingénierie. Très bien, donc maintenant, je vais considérer un schéma pour expliquer comment on manipule ce type de matériaux composites. Donc, imaginez que ici, je prends deux matériaux ayant deux couleurs, une couleur rouge et l'autre qui est jaune, par exemple l'or avec l'argent, d'accord? Donc, à la première itération, donc je fais mon premier mélange, ou bien le premier mixage, je mixe, d'accord? Donc, je fais mélanger mes deux structures, mes deux matériaux. Et donc, je suppose, bien entendu, si vous mélangez deux matériaux, vous n'êtes pas obligé d'avoir une périodicité, d'accord? De la distribution du premier matériau dans l'autre et vice-versa. Donc, on n'a pas forcément cette périodicité, mais pour mon confort, je vais considérer que les choses sont périodiques pour le moment. Donc, pour la première itération, j'obtiens cette première structure. Donc, une fois, je continue à tourner, à mélanger. Donc, je remarque que les composants se distribuent d'une manière régulière
et ainsi de suite. Donc, chaque fois que je fais augmenter le nombre de tours et de mixages dans ma structure, donc je converge vers une certaine structure, donc jusqu'à arriver, bien sûr, quand y tend vers un grand nombre, donc y tend vers 0, par exemple, donc j'obtiens un matériau qui paraît homogène, mais à l'échelle microscopique, il est toujours hétérogène. D'accord? Donc, qu'est-ce que j'ai fait ici? Donc, j'ai démarré d'un objet qui est hétérogène. D'accord? Donc, ici, j'ai un mélange de deux objets. Et donc, en suivant un certain protocole, donc, je suis arrivé à un objet qui paraît homogène. Donc, mathématiquement parlant, donc, l'homogénéisation, c'est l'étude des équations différentielles dépendant de certains paramètres. Et ces paramètres-là, ils sont euh, très oscillants. D'accord? Donc, on va donner plus de détails sur ça par la suite. Donc, l'homogénéisation, donc tout court, c'est la prédiction de l'état macroscopique d'un système hétérogène, sachant sa structure microscopique. D'accord? Donc, c'est la prédiction de l'état macroscopique d'un système qui est initialement hétérogène, sachant sa structure microscopique. C'est-à-dire comment faire le lien entre l'état microscopique et l'état macroscopique de notre système. Comment aboutir à ce système macroscopique, ce système limite. On va l'appeler par la suite le système homogénéisé. D'ailleurs, dans la littérature, on l'appelle soit la théorie de l'homogénéisation ou bien la théorie de la moyenne, averaging theory, et parfois dans d'autres disciplines, ils les appellent la théorie de la perturbation, perturbation theory. Donc, je vais considérer ici des domaines qui sont assez régulières, mais bien sûr, je peux considérer d'autres types de domaines, par exemple les domaines perforés ou bien des domaines poreux, ou bien même des domaines avec oscillation de bord. Donc, le problème de l'homogénéisation, ou bien le problème dans ce type de question, consiste à étudier les fluctuations dues à ce mixage. D'accord? Et ces fluctuations, on lui associe à ces fluctuations des paramètres. Ces paramètres sont très oscillants et donc ils peuvent engendrer des problèmes de dégénérescence, de singularité dans le DP. D'accord? Donc, l'étude, l'objectif ou bien les applications de l'homogénéisation, c'est l'étude des propriétés de structure, comme on a vu tout à l'heure pour le système euh, électrique ou bien le système euh, obtenu de dilatation thermique dont nous avons parlé tout à l'heure. Donc, l'étude des propriétés de structure, ou bien des propriétés électromagnétiques, ou bien des propriétés thermiques, etc. Donc, il y a plusieurs propriétés qu'on peut étudier à travers l'homogénéisation et moyennant, bien sûr, la théorie des matériaux composites. Donc, il y a plusieurs propriétés qu'on peut renforcer en faisant ce mixage ou bien ce mélange. Donc, on veut renforcer soit la conductivité thermique, soit le champ, on veut augmenter un champ électromagnétique ou bien avoir une structure, un domaine bien adapté. Par exemple, vous pouvez penser aux problèmes d'optimisation des formes, etc. Donc, parmi aussi les applications de l'homogénéisation, c'est l'étude de l'écoulement dans les milieux poreux. Donc, dans les milieux poreux, donc les modèles utilisés en milieu poreux, par exemple, les écoulements d'huile ou bien les eaux euh, souterraines ou bien la pollution des nappes phréatiques ou bien les écoulements de résine et de polymères dans les moules, etc. Donc, il y a tout un ensemble de problèmes où intervient cet esprit d'homogénéisation et de composition. Donc, du coup, lorsque vous faites des mélanges, vous composez des structures, donc il faut contrôler la vibration des structures. D'accord? Donc, vous pouvez penser au problème de l'aéronautique, d'accord, de tout à l'heure. Donc, l'homogénéisation aussi s'intéresse aux oscillations des bords. Donc, dans la mécanique des fluides, donc on a pas mal de problèmes d'études de l'effet des oscillations
de bord sur la stabilité de notre structure. Très bien. Donc, maintenant, lorsque nous avons notre domaine qui est hétérogène, ou bien le problème de départ qui est hétérogène, donc on doit s'assurer tout d'abord que le problème a une solution unique, puisque les mathématiciens, ils aiment étudier, donc on se sent beaucoup plus à l'aise dans les systèmes well-posed, donc bien posés. Donc il faut démarrer tout d'abord par montrer que le problème existe, est unique et il est stable euh, d'après Hadamard, ou bien suivant la définition de Hadamard. Donc, on sait très bien que les hétérogénéités, les fluctuations, ces perturbations, ces oscillations causent que la solution peut développer, donc ils peuvent engendrer des oscillations ou bien des perturbations, des divergences de la solution, ou bien des solutions de votre système. Donc, si on s'intéresse à faire l'étude numérique pour capturer ces fluctuations, donc on risque de ne pas pouvoir visualiser la simulation numérique à cause de cette interaction qui va exister entre le pas de la discrétisation et aussi le epsilon, d'accord? Donc, c'est-à-dire la longueur des trous qui existent dans cette structure finale. Donc, comment capturer ces fluctuations lorsque le nombre d'itérations évolue? Donc ça aussi, c'est un problème sérieux en analyse numérique. Comment étudier les systèmes homogénéisés? Donc, on peut modéliser ces fluctuations, ces perturbations, par exemple, avec la fonction d'onde sinusoïdale. Donc, on sait que pour le sinus x, nous avons une fonction qui est très, très gentille, d'accord, assez régulière. Mais une fois on augmente le epsilon, donc on a x sur epsilon. Donc, une fois on augmente le epsilon, par exemple, epsilon, il vit dans l'espace, ou bien c'est une suite qui se forme 1 sur 2 puissance n. Donc, une fois j'augmente les epsilon, je vais avoir ici 1 sur 4x, 1 sur 8x, 1 sur 16x, etc. Et donc, du coup, quand epsilon tend vers 0, ou bien il s'approche de 0, puisque je ne peux pas atteindre numériquement la valeur 0, eh bien, j'obtiens des coefficients qui sont de plus en plus moins réguliers. D'accord? Et donc, si je perds la régularité, comment cette nouvelle, voilà, ce coefficient va impacter mes solutions à l'infini, quand epsilon tend vers 0, bien sûr, 1 sur epsilon tend vers l'infini. Donc, c'est quoi la solution? Eh bien, comment on formule ce problème? Donc, il faut faire l'analyse asymptotique quand epsilon tend vers 0 pour ce type de problème. Et donc, du coup, au lieu d'avoir un seul système d'EDP, on va avoir une famille de systèmes EDP. D'accord? Et pour chaque famille, vous avez un epsilon donné. D'accord? Donc, vous avez une famille qui dépend de epsilon. Et l'objectif maintenant, c'est quelle est la suite qui approche ce UY. Ou bien UY va converger vers quelle valeur? Quel est le DP limite qu'on va obtenir pour notre système? Donc, c'est l'objectif de l'homogénéisation. Donc, identifier l'équation homogénéisée lorsque y tend vers 0. Quel est le système limite qu'on va obtenir? Ou bien l'équation homogénéisée. Comment montrer que UY tend vers U étoile ou bien U0. Donc, la limite, on la note en général U indice 0 pour dire que c'est la limite quand y tend vers 0. Donc, comment obtenir cette solution limite et quelle technique utiliser pour capturer les oscillations qui figurent dans la solution. Donc, est-ce que votre topologie va permettre de garder ces oscillations ou bien au moins la trace de ces oscillations à la limite. Donc, il existe des techniques dans la littérature, à savoir les correcteurs. Les correcteurs, on les utilise pour mesurer la différence entre, ou bien l'erreur entre la solution exacte et la solution UY. Voilà, donc maintenant, j'arrive à la partie mathématique pour décrire cette problématique. Donc, en mathématiques, on décrit les problèmes d'homogénéisation
euh, par ce formalisme. Donc, j'écris mon système des EDP qui modélise cet objet composite sous cette forme, d'accord, sous forme d'une famille de problèmes de Cauchy. Et pour chaque epsilon, bien sûr, pour chaque epsilon, j'ai z' epsilon est égal à epsilon z epsilon de t pour t positif avec une donnée initiale. D'accord? Donc, les questions qu'on peut se poser pour ce système, donc, si je suppose que z epsilon tend vers z0, d'accord, que cette solution admet une limite, donc quelle est l'équation différentielle vérifiée par z0? Donc, quel est le dp limite dans la solution c'est z0? Donc, comment obtenir cette dp limite et comment construire la limite? D'accord? Comment construire la limite? Comment trouver cette limite explicitement? Donc, ça aussi, c'est un défi. Donc, on note là le problème de Cauchy limite sous cette forme, z'0 de t est égal à A0 z0 de t avec une donnée initiale. Donc là, je rappelle que je peux démarrer avec un problème ou bien une famille de problèmes de Cauchy qui est bien posée, mais à la limite, quand je fais tendre epsilon tend vers 0, donc je peux perdre complètement l'unicité. Donc ça, c'est parmi les problèmes. Aussi, je peux démarrer avec un problème de Cauchy qui est bien posé et dans la limite, je peux avoir une infinité de solutions, donc, etc. Donc, il y a tout un ensemble de problèmes qui peuvent surgir en étudiant ce type de questions. Donc, A0, il est appelé l'opérateur limite ou bien l'opérateur homogénéisé. Donc, ça peut être un opérateur elliptique, d'accord? Donc, le A0, même A epsilon, ça peut être un opérateur elliptique, un opérateur parabolique, hyperbolique ou autre. D'accord? Donc, je prends un exemple. Donc, je prends un exemple très, très basique. Donc, c'est un modèle qui modélise, ou bien c'est un exemple qui modélise le transport, ou bien la diffusion de la température dans un domaine hétérogène. Donc, je considère ici un domaine hétérogène composé de deux matériaux, type 1, type 2, et j'ai l'équation suivante. Bien sûr, pour A égale à une constante, ça c'est le célèbre problème de Poisson. D'accord? Donc, Laplacien de U est égal à F. Donc, comme j'ai ici deux matériaux, type 1, type 2, donc la structure, ou bien la loi qui régit ce domaine, donc il est sur cette forme. Donc là, j'ai moins t sur dx, a de x sur epsilon. Donc cette fonction, elle n'est pas forcément continue, donc elle peut être discontinue. Donc elle peut avoir une certaine valeur ici et une autre valeur dans le type 2. D'accord? Et donc, du coup, comment obtenir la question qu'on se pose? Comment obtenir, tout d'abord, comment résoudre cette équation? Est-ce que cette équation est bien posée? Ensuite, comment obtenir le dp limite, d'accord? Dans le cas elliptique suivant. Donc, ça, c'est un opérateur elliptique qui peut être aussi considéré en dimension n, mais on verra les différences qui existent entre les dimensions. Donc, les hypothèses que je considère ici, c'est que mon métal ou bien mon matériau, il est périodique, c'est une structure périodique. Donc, je suppose que la fonction A ici, ou bien le coefficient A, il est périodique avec comme période epsilon est égal à 1 sur n. Et je suppose également que A epsilon, elle est impériodique. Donc, A de Y, elle est impériodique et positive et différentielle. Donc, je suppose que ce coefficient, il est impériodique et qu'il est positif et qu'il est différentiel. Donc, la question maintenant, comment obtenir l'équation homogénéisée pour ce système elliptique? Alors, quelle est la topologie qui permet d'avoir cette limite? Voilà, donc la topologie classique euh, qu'on peut considérer pour étudier ce type de problème, c'est la topologie faible, d'accord? Donc définie par l'intégrale de f fois g avec g une fonction test.
Donc, mais on sait très bien, donc ça c'est un résultat, que toute fonction périodique, sa limite faible, c'est juste la moyenne. D'accord? Donc, toute fonction faible admet comme limite la moyenne de A. Donc, A de x sur epsilon donc, converge faiblement vers 1 sur la mesure de y. Donc, y, c'est la cellule. Donc, on va l'appeler par la suite la cellule. Ça, c'est les petits trous que nous avons vus tout à l'heure. A de y, dy. Donc, et pour ce problème, donc pour ce problème elliptique, donc on peut montrer que uy converge faiblement vers u dans l'espace H10 de oméga. Donc, oméga, c'est toute la structure. Maintenant, est-ce que la limite de l'EDP est bien cette nouvelle équation de dérivée partielle? C'est-à-dire, est-ce que quand y tend vers 0, donc on a dit que a de xy, il est périodique, donc il converge vers la moyenne de a. Donc, est-ce qu'on peut dire que l'EDP, tout le DP converge vers moins d sur dx, la moyenne de a fois du sur dx? Donc, ça, c'est une question. Donc, avec les mêmes conditions de Dirichlet que j'ai considérées ici. Donc, malheureusement, la réponse est non. Donc, le problème, c'est que la convergence ou bien la topologie faible ne préserve pas les non-linéarités. Donc, contrairement à la topologie forte, donc on sait très bien que si une suite UN converge vers U et une suite VN converge vers V, alors le produit UN-VN converge vers U fois V. Donc, pour la topologie faible, on n'a pas cette propriété, malheureusement. Donc, si Fn converge faiblement vers F et Gn converge faiblement vers G, on n'a pas forcément que GNFN converge faiblement vers G fois F. Donc la convergence ou bien la topologie faible ne respecte pas cet ordre ou bien cette loi que nous avons l'habitude de le faire. Et donc, du coup, ou bien est-ce qu'il existe d'autres topologies adéquates pour étudier ce type de problème tout en gardant ces caractères ou bien les caractères initiaux de notre EDP. Donc, voilà un exemple concret. Donc là, je considère sinus de pi x sur y et je prends y est égal à 1 sur n, donc 2pi nx. Donc, c'est une fonction qui converge faiblement vers 0, mais sinus au carré ne converge pas vers 0. Donc, ça ne converge pas faiblement vers 0, il converge vers 1,5. Donc, le problème limite, ou bien l'EDP limite, ça s'écrit sous cette forme. Donc, contrairement à ce qu'on attendait, donc on croyait que l'EDP limite, ça va être la moyenne de A, mais c'est ces coefficients-là qu'on va obtenir à la limite. D'accord? Donc, d'ailleurs, les ingénieurs, euh, quand ils font des mixages ou bien des mélanges entre composantes, donc ils savent très bien qu'ils ne vont pas obtenir la moyenne de leurs coefficients. Donc, ils le sachent. Mais mathématiquement parlant, on peut même calculer quel est ce coefficient limite, quel est ce A étoile. Donc là, A étoile en dimension 1, c'est l'inverse de la moyenne de l'inverse de A. C'est-à-dire, à chaque mélange, c'est comme si on inverse les entrées de nos coefficients. D'accord? Puisque c'est une famille de coefficients qui dépend de epsilon. Donc là, on donne ici le problème limite. Donc, mais la question, une question classique qu'on peut se poser, est-ce que cette EDP limite est généralisable en dimension n, en dimension grand n? C'est-à-dire, au lieu de considérer n est égal à 1, est-ce qu'on peut déduire à partir de la dimension 1 ce qui se passe en dimension 2, en dimension 3, voire plus? Donc, malheureusement, là encore, on ne peut pas espérer avoir ici l'inverse de la matrice A. Donc, on peut pas. Donc, si je considère ici, donc je pense ça, j'ai déjà le modèle. Donc, si je considère ici mon EDP sous cette forme, moins divergence à epsilon de x, avec A epsilon est une matrice qui est définie positive et qui est bornée, d'accord? Est-ce que je peux dire que la limite de ça, ou bien la limite de cet EDP, le système limite, l'EDP limite, c'est juste moins divergence de
la moyenne de l'inverse de A et tout ça à la puissance moins 1. Donc, malheureusement, non. Donc, je ne peux pas déduire de la dimension 1 ce qui se passe en dimension supérieure, c'est l'effet de la dimensionnalité. Donc, cela est dû à la malédiction de la dimensionnalité. Donc, il y a les interactions. Dès qu'on dépasse la dimension 1, il y a des interactions qui se rajoutent et lorsque vous augmentez la dimension, donc d'autres interactions deviennent très, très importantes dans la limite, ou bien par passage lorsqu'on passe à la limite. Donc là, A, Y, U est une matrice. U, Y, c'est la température. Donc, voilà, AY, c'est la conductivité thermique, donc prise ici sous forme matricielle, et Y, c'est la température ou bien le potentiel électrique. Donc, oméga, c'est un ouvert de Rn périodique avec comme période Y, et Y, c'est les cellules. Ici, on les normalise, on considère des cellules normalisées. D'accord? Y, c'est 0,1 à la puissance n, et je prends certaines hypothèses. Je considère certaines hypothèses. Donc, la conductivité varie périodiquement par rapport à y, et je considère. Donc en homogénéisation, on fait la différence entre x et x sur y. Donc, x, on l'appelle euh, coefficient long, coefficient spatial long, et y, c'est x sur y, c'est coefficient rapide, coefficient spatial rapide, donc vu qu'on divise par y. Donc ce coefficient y, c'est pour décrire les oscillations, les fluctuations qui figurent dans notre EDP. Voilà, donc comme j'ai dit, donc je suppose que ma matrice elle est bornée et qu'il est définie positive. Et donc la question c'est quoi ce A étoile? Donc, on a dit tout à l'heure que ce A étoile, c'est différent de l'inverse de la moyenne de l'inverse de A. Donc, c'est quoi alors? Eh bien, après calcul fait, donc on obtient A étoile égale à cette expression. Donc, c'est l'intégrale sur la cellule Y. Donc, ici, c'est 0,1 à la puissance n de HJK de Y plus la somme de HJL d oméga K sur DYL. Et c'est quoi ce oméga K? Donc, ce oméga K, c'est la solution d'une nouvelle EDP qui s'écrit sous cette forme. C'est moins divergence par rapport à Y, de A de Y, grade Y, oméga I de Y, égale à divergence par rapport à Y, A de Y, EI. Avec EI, c'est la base canonique de Rn. Donc, vous voyez, donc déjà ici, c'est la forme de A étoile JK, c'est-à-dire les entrées de cette matrice, ils ont une forme qui n'est pas classique. Donc là, je réfère à Kozlov. Je pense que Kozlov, c'est parmi les premiers qui ont étudié ce type de problème, en particulier en dimension n. Donc, comment obtenir, voilà, donc une question. Donc, alors, donc, vu que l'étude des équations limites, donc ceci dit pour le système elliptique, donc vous pouvez imaginer ce qui peut se passer pour les systèmes hyperboliques, paraboliques, voire même les EDP non linéaires, d'accord, qui font intervenir des perturbations, d'autres perturbations non bornées. Donc, ici, je donne quelques méthodes voilà, et techniques pour étudier cette équation homogénéisée, c'est-à-dire cette équation limite. Donc, parmi les méthodes standards pour étudier ça, donc, il y a la méthode de développement asymptotique multi-échelle, donc introduite par Bensusan, Lyons, Papanicolaou, voire d'autres comme Keller et Larsen et Sanchez-Palencia. Donc, il y a aussi la méthode à deux échelles, introduite par Nguyen en 1989, puis développée par Haller en 1992 et 1994. Donc, il y a la G-convergence introduite par Spagnolo. Il y a la gamma-convergence de Giorgi, donc introduite par Giorgi pour étudier ce type de problème d'homogénéisation en optimisation. Et il y a la convergence, la H-convergence introduite par Tartar et Murat.
Voilà, donc il y a tout un ensemble de méthodes qu'on peut utiliser. Donc chaque méthode, bien sûr, peut marcher pour certains problèmes et peut ne pas marcher pour d'autres. D'accord? Donc on va exposer dans ce travail la méthode, two-scale méthode, donc la méthode d'Haller et d'Ungetzing. Donc je vais revenir à mon EDP elliptique. euh, qui dépend de epsilon. Donc là, c'est une famille de dp dépendant de epsilon. Donc on a dit que le système limite, il s'écrit sous cette forme. Donc là, j'ai A homogénéisé et les données comme étant l'inverse de la moyenne. Voilà, donc là, j'ai une cellule de mesure 1. Donc voilà A homogénéisé. Et j'ai ici U0, c'est pour dire la limite de U epsilon. Donc, qu'est-ce que j'ai fait ici? Donc là, j'ai essayé de voir comment étudier ce problème, ce problème qui paraît simple numériquement. D'accord? Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Donc là, j'ai considéré une subdivision de l'intervalle 0,1. J'ai considéré un pas spatial H. Et quand j'ai fait la semi-discrétisation par différence Fini, donc par rapport à la variable spatiale, donc là j'ai seulement la variable spatiale, donc j'ai trouvé ce système. Donc d'habitude, nous avons eu n plus 1, donc vous prenez A est égal à 1 par exemple, donc ça c'est un système qui est très connu pour approcher le Laplacien. Mais avec ces coefficients A, epsilon, donc là c'est comme si on rajoute des poids à côté de chaque terme de la suite UN. D'accord? Donc là, on a ces différents coefficients qui se rajoutent et qui compliquent l'étude de notre matrice. D'accord? De matrice qui approche le Laplacien classique. Donc là, on a des conditions d'Dirichlet. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris f de x égale à 1, donc le second membre égale à 1, et le coefficient a de y, je l'ai pris égal à l'inverse de 2 plus sinus de pi y. Donc, je l'ai pris sous cette forme puisque je sais très bien que la limite de a epsilon va être l'inverse, la moyenne de l'inverse, ou bien l'inverse de la moyenne de l'inverse de a. C'est pour ça que je sais d'avance que ça va s'inverser par passage à la limite. Donc, qu'est-ce que j'ai fait par la suite? Donc là, j'ai calculé la solution associée au système homogénéisé, le système de Poisson. Donc, j'ai commencé tout d'abord par calculer ça, puisque c'est facile, donc c'est classique. Donc, j'ai commencé par calculer ça euh, tout d'abord. Donc, voilà la solution. Donc, ça, c'est un exercice. U0, c'est ça. D'accord? Et j'ai remplacé, en remplaçant f par 1, donc j'ai trouvé la solution suivante. U0 de x, c'est moins x carré plus x. D'accord? Donc, je rappelle, U0, c'est la limite de U epsilon. Et quand j'ai tracé les deux solutions, c'est-à-dire à savoir la solution U homogénéisée en bleu et U epsilon en rouge, donc qu'est-ce que j'ai obtenu? Donc, U homogénéisée, j'ai trouvé que c'est une solution assez régulière. Donc, elle a cette forme, d'accord? Mais pour U epsilon, j'ai trouvé que ce coefficient AY, il a impacté, d'accord? Donc, la forme, ou bien voilà, la courbe de la solution. Donc, il l'a impacté. Donc, on voit bien des perturbations. D'accord? Donc, ces perturbations, ces oscillations dans les coefficients, ils sont tracés aussi. Ils sont gardés en mémoire de la solution. Donc, la solution n'a pas pu oublier ces perturbations, ces fluctuations qui se trouvent au sein de l'opérateur. Voilà. Donc, ceci dit pour les systèmes elliptiques, mais on peut se poser des questions pour d'autres types de problèmes euh, plus réalistes. Très bien. Donc, ceci dit pour la première partie. Donc, maintenant, je passe au problème de thermoélasticité. Donc, qu'est-ce que je veux dire par un problème de thermoélasticité? Donc, un rappel rapide sur la thermoélasticité sans entrer dans les détails. Donc, la thermoélasticité, c'est l'étude de l'interaction qui existe entre l'élasticité et la conductivité thermique. Autrement dit, étudier l'effet des déformations sur la température et l'effet de la température sur les déformations de la structure. D'accord? Donc, très bien. Donc, il existe d'autres types. Donc, on l'appelle stress. Donc, stress, c'est la contrainte mécanique. Strain, c'est la déformation de la structure. Donc, là, j'ai rappelé quelques formules de la physique.
Voilà, donc pourquoi c'est intéressant d'étudier la thermoélasticité? Ben, parce qu'elle est présente dans pas mal de problèmes, que ce soit des problèmes émanant du génie civil, donc dans la construction des ponts. Donc là, on voit très bien que sous l'effet de la chaleur, donc la dilatation thermique, comme j'ai dit au départ, donc elle a des effets néfastes et parfois même catastrophiques euh, lorsque on a des pertes économiques et humaines. Donc, aussi dans le domaine ferroviaire, en ingénierie ferroviaire, donc la construction des rails, des trains, donc sous l'effet de la chaleur, si on ne considère pas, ou bien si on ne tient pas en compte de cette propriété, donc on peut avoir des déformations qui ont cette forme et vous pouvez imaginer les dégâts qu'on peut avoir si on ne contrôle pas ces oscillations. Donc, les solutions qu'on considère, ou bien que les ingénieurs considèrent dans leur construction, que ce soit en génie civil ou bien en domaine ferroviaire, sont les suivantes. Donc, par exemple, pour les ponts, ils ajoutent ce joint, d'accord, ou bien ce joint se forme de peigne, d'accord, afin de permettre au pont de se dilater en été, d'accord. En été, on permet au pont de se dilater en utilisant ce joint, d'accord, de dilatation. Et de même, ici, il faut laisser des vides, certains vides. Bien sûr, ces vides-là ne sont pas seuls suffisants pour assurer la stabilité de toute la structure. Donc, il y a aussi la géométrie, il y a tout un ensemble d'hypothèses, mais parmi les plus connues sont les suivants. Très bien, donc ce type de problèmes peuvent être décrits par le système suivant, d'accord? Donc, c'est un système couplé, d'accord, linéaire, qui modélise ce type de problème. Donc, on a dans la première équation une équation d'onde, d'accord? Et la deuxième, c'est une équation de la chaleur, donc avec des conditions hyperboliques et une donnée avec des conditions de Dirichlet et des conditions initiales euh, bien choisies. Donc, l'énergie associée à ce système est une énergie qui est composée de l'énergie cinétique, l'énergie thermique et l'énergie de déformation. Donc, l'énergie de déformation, c'est la première, l'énergie cinétique et l'énergie thermique. Donc, epsilon, ça peut représenter le déplacement de la structure. Θ epsilon, la température de l'incrément. Et gamma, c'est, donc là, j'ai considéré des paramètres gamma de x, epsilon, c'est un scalaire, c'est une fonction, et a et b sont des matrices, d'accord? Ayant les mêmes hypothèses que tout à l'heure. Donc, ils sont bornés, définis positives et périodiques. Voilà. Donc, je suppose que mes coefficients sont périodiques afin de pouvoir manipuler les topologies adéquates pour trouver le système limite. Très bien. Donc, voilà, donc comme d'habitude, donc on écrit ce système sous forme d'un problème de Cauchy, ou bien une famille de problèmes de Cauchy. Donc, du epsilon sur dt est égal à a epsilon u epsilon. Donc, a epsilon, c'est le générateur. Donc, on commence par montrer que ce système a une solution unique, stable et au sens de Hadamard. Donc, en moyennant la théorie de Galerkin ou bien moyennant la théorie des César semi-groupe. Donc, voilà les hypothèses que nous avons considérées. Donc, oméga, un domaine borné assez régulier dans Rn. Gamma, A et B sont des coefficients ayant des propriétés bien choisies. Donc, A et B, comme j'ai dit, borné, défini positif. Gamma aussi, il est supposé borné. Et je considère l'espace d'état classique H10 croix L2, croix L2 et Xi1. Donc, Xi1, c'est le domaine du générateur a défini comme suit et je considère le produit scalaire suivant. D'accord? Donc, voilà, donc j'écris mon problème sous forme abstraite et je note A epsilon, B epsilon, c'est moins divergence de A grade W et B epsilon moins divergence B grade W. A0, c'est juste moins divergence AH grade W. Bien sûr, AA, c'est la matrice que j'ai définie tout à l'heure. B0, c'est moins divergence BH grade W. AH et BH sont des coefficients, des matrices constantes.
Et voilà, donc là, je mets les mêmes hypothèses que tout à l'heure sur A epsilon aussi. Et qu'est-ce que je fais? Donc, j'utilise le théorème ou bien la définition, la méthode de convergence à deux échelles pour obtenir le système limite. Donc, la définition de la convergence à deux échelles, bien la topologie de convergence à deux échelles est la suivante. Donc, je considère U epsilon une suite bornée dans L2. Donc, on dit qu'il converge à deux échelles fortement ou bien faiblement lorsqu'on a la définition suivante, lorsqu'on a l'égalité suivante. Lorsque la limite quand epsilon tend vers 0 de l'intégration oméga de u epsilon x phi x b de x sur epsilon dx, c'est l'intégrale sur oméga, l'intégrale sur y, u0 de xy, phi x by dy dx, avec phi est une fonction test dans C0 infini de phi, et b est une fonction périodique de classe C infini sur y. Donc là, je donne les références. Et voilà le premier théorème, ou bien le premier résultat. Donc là, j'ai démontré en utilisant le théorème de Trotter-Kato. Donc j'ai essayé d'adapter Trotter-Kato, qui dit que pour qu'une suite de César semi-groupes converge vers un semi-groupe limite, il faut vérifier que les générateurs, ou bien la résolvante du premier converge vers la résolvante du deuxième. Donc voilà, donc c'est ça, c'est cette idée que nous avons utilisée, ou bien ce résultat que nous avons utilisé. Et là, on a trouvé le dp limite dans ce cas. Donc c'est di sur dt est égal à AU avec A. Donc là, est-ce que j'ai donné le A? Donc A, il est donné par les coefficients que j'ai définis tout à l'heure, par A0 et gamma, on remplace gamma par la moyenne de gamma, etc. D'accord? Donc c'est une matrice qui contient les matrices A0, B0 et la moyenne de gamma, qui est le couplage, le paramètre de couplage. Donc, quelques commentaires sur ce problème. Donc, on sait très bien que l'équation parabolique dθ epsilon sur dt plus p epsilon θ epsilon dans le système limite ou bien l'équation limite est la suivante. Donc, admet cette convergence qui s'écrit sous cette forme. C'est-à-dire, si vous calculez l'erreur ou bien la différence entre la solution θ epsilon et θ 0 en norme L2, vous allez obtenir C racine de epsilon. D'accord? Et pour l'équation d'élasticité, pour l'équation d'onde, donc si je considère les deux équations, en epsilon et l'équation limite, donc je trouve que la solution dans l'espace d'état, donc U epsilon de t moins U0 de t dans L2 plus dt U epsilon moins dt U0 ici par rapport à H moins 1, elle est majorée par une constante C exponentielle 4t fois epsilon, la norme de la donnée initiale par rapport aux données prises dans le domaine de A epsilon. Donc maintenant la question, donc si je prends le couplage entre ces deux équations, quelle est l'erreur obtenue entre la solution de tout le système en epsilon et la solution du système limite? Donc, moyennant ces deux hypothèses, ou bien sachant ces propriétés, quelle est l'équation ou bien l'estimation de l'erreur qu'on peut obtenir, surtout que on sait très bien que ce système, il a une décroissance polynomiale, chose qui n'est pas très, très classique dans l'étude de la stabilité des systèmes en dimension infinie. Voilà, donc je rappelle qu'est-ce que je veux dire par la décroissance polynomiale d'un semi-groupe. Donc, on dit qu'un semi-groupe S de T défini sur un espace de Hilbert E, donc E est polynomialement stable, donc si il vérifie l'inégalité suivante. Donc, si S de T U0 et il se comporte comme 1 sur T à la puissance alpha pour des données initiales U0 qui vivent dans le domaine de A. D'accord? Donc, bien sûr, si ici, on a que, au lieu d'avoir ici A, on a l'identité, ça, c'est équivalent à l'exponentielle stabilité. Donc, si je remplace A par l'identité, donc c'est équivalent à la stabilité moyennant les résultats de ces ordres semi-groupes. Donc, qu'est-ce qu'on a fait ici? Donc, là, on a essayé de trouver une équivalence entre la définition de la stabilité polynomiale moyennant ces ordres semi-groupes et un résultat de Alain Haro
sur la stabilité de certains systèmes donc, qui ont cette forme. D'accord? Donc, sup de l'intégrale de t à 2t de s de t u0 à la puissance 1 sur alpha dans l'espace d'état E, elle est majorée par une constante fois la norme de a u0 dans E, le tout à la puissance 1 sur alpha. Donc, on a une certaine équivalence. Donc, on a démontré cette équivalence. Donc, on peut, si on démontre ça, on a automatiquement ça et vice-versa. Donc, ça, c'est un résultat qui est déjà introduit dans la thèse de Alain Haro. Et donc, maintenant, il suffit donc on a adapté les choses. Donc, il suffit de montrer que l'intégrale de TA de T de l'énergie associée à notre système est majorée par la norme de U0, mais cette fois-ci dans le domaine du générateur. Donc, E1, c'est le domaine du générateur. Donc, ça, c'est ce qu'il faut démontrer. Donc, pour démontrer ce résultat, il faut passer par certains lemmes. Donc là, on a utilisé un résultat qu'on a déjà démontré auparavant, c'est que l'énergie associée au système en Y, elle décroît d'une manière polynomiale avec un alpha égal à 1 demi. Donc là, il décroît comme étant 1 plus t à la puissance moins 1 sur alpha fois la norme de la donnée initiale par rapport au domaine du générateur. Donc ça, c'est un résultat que nous avons déjà démontré donc, et qu'on va utiliser. Donc là aussi, j'ai utilisé la dissipativité du générateur, donc en utilisant l'information sur la dissipation de notre système, on peut démontrer que E de t moins E de 0, c'est moins l'intégrale de ça. Donc voilà, donc ça c'est un lemme qu'on peut facilement le démontrer. Et ensuite, qu'est-ce qu'on a démontré? Donc là, en utilisant certaines techniques de multiplicateurs, donc on l'appelle la méthode d'énergie ou bien la méthode de multiplicateur, on peut démontrer que notre solution euh, peut avoir, ou bien on peut montrer cette estimation, d'accord, sur notre solution. Donc grade UT plus la norme de divergence plus divergence de B grade θ plus l'intégrale de grade θt, elle est majorée par notre donnée initiale dans y1. D'accord? Donc, et ces deux lemmes vont être utilisés pour démontrer ce théorème. Avec ce lemme-là, avec ce lemme sur la stabilité polynomiale, vont servir pour montrer que l'énergie de T dans notre système décroît polynomialement vers 0. D'accord? Donc ça, c'est une nouvelle technique. Donc bien sûr, il existe les techniques de ces semi-groupes, à savoir la méthode de Bouryshev ou bien le théorème de Bouryshev-Korolov. Donc on peut l'utiliser pour obtenir le résultat. Donc je passe maintenant à la dernière section, c'est les résultats que nous avons obtenus sur l'homogénéisation. Donc, ici, j'ai démontré le taux de l'erreur, ou bien le résidu sur la solution, entre la solution exacte et la solution en Y. Donc, j'ai considéré une donnée initiale qui appartient à la boule fermée. Et donc, qu'est-ce que j'ai démontré en faisant le couplage entre les deux systèmes précédents? Donc, j'ai démontré que la solution de mon système, il vérifie l'estimation avec comme taux, ici j'ai un taux polynomial, d'accord? Et bien sûr, j'ai déjà que AY moins 1 moins A0, donc ça c'est l'opérateur ou bien le coefficient qui existe dans l'équation d'élasticité et celui-là c'est celui qui existe dans l'équation de conductivité thermique, c'est-à-dire l'équation parabolique. Donc j'ai trouvé cette estimation et j'ai amélioré l'estimation pour avoir ce résultat qui montre que si un système a un caractère polynomial, eh ben, l'erreur entre la solution UY et U0 est là, cette forme. Donc là, il apparaît un logarithme 1 plus t. Donc bien sûr, ce résultat n'est pas optimal, donc on peut l'améliorer, mais ça nous donne une information sur le comportement entre la solution exacte et la solution approchée, c'est-à-dire comment se comporte l'erreur entre les deux solutions. Et donc là, on a maîtrisé et contrôlé en quelque sorte cette erreur dans un espace ad hoc. Voilà, donc là, mon exposé arrive à sa fin. Donc, les références classiques que nous avons utilisées, c'est le livre de Bensussel, Lyons et Papa Nicolas sur le sujet. Il y a aussi
le travail d'Enrique Sanchez Palencia, le célèbre livre de Zhukov, Koslov et Olenik, et Cianisco Donato, sans oublier un review très beau sur le sujet de Nanda Kumara. Voilà, donc merci beaucoup pour votre attention. Merci, Cel, pour votre exposé. Alors, on passe aux questions. Il y en a, bien sûr. Oui. Merci pour l'invitation, merci pour l'exposé. Cel, est-ce que tu entends la voix? Oui. En fait, s'il arrive à augmenter sa voix, ça serait excellent. Ahmed, est-ce que tu peux augmenter la voix? Alors, je vais essayer d'améliorer. C'est bon? Alors, attendez. Oui, ça va, c'est bon. Merci pour l'exposé, Salim. Alors, je suppose que les coefficients gamma que vous avez imposés dans les équations, en réalité, ils dépendent d'un terme de couplage entre le déplacement et la température, non? Les gamma dans le couplage, le gamma dans le couplage du système thermoélastique, vous dites qu'il dépend de... Oui, il dépend dans la première équation, il dépend de la température, et dans la seconde, il dépend du déplacement. C'est-à-dire, les deux équations elles ne sont pas... Donc, ils sont couplés par des termes de type U epsilon moins θ epsilon moins I epsilon, comme ça, non? Non, si gamma dépend de la température, je pense que j'ai bien compris votre question. Donc, si gamma, en fait, gamma, il figure dans les deux systèmes, c'est en quelque sorte, c'est un terme de non-linéarité faible. D'accord? D'ailleurs, ce type de système, on l'appelle système thermoélastique à couplage faible. Mais le gamma ne dépend pas ni de la température, ni du déplacement, car sinon, le problème serait non linéaire. Exactement, le problème de thermoélasticité. Donc, vous avez une interaction entre les termes élastiques et les termes thermiques. Exactement. Et à travers quel terme on voit le couplage ici? Donc, en fait, mon système, c'est en quelque sorte, c'est une stabilisation de l'élasticité par l'équation de la chaleur. Donc, je stabilise l'élasticité par l'équation de la chaleur. Donc, vous pouvez, par exemple, si vous avez déjà entendu de la méthode de découplage, donc qu'est-ce qu'on fait? Donc, vous considérez θt, c'est-à-dire dθ sur dt nul, d'accord? Vous supposez que dθ sur dt nul, et vous allez obtenir un opérateur que vous pouvez insérer dans le système de départ pour voir comment on peut stabiliser cette équation. D'accord? Oui, c'est possible parce que lorsque je vois la thermoélasticité, donc dans les phénomènes de thermoélasticité, il y a en effet cette interaction thermique et élastique. Tout à fait. Et c'est en fait pourquoi si on revient, c'est-à-dire à l'historique de la thermoélasticité, donc si on considère tous les termes qui interviennent dans la thermoélasticité, le système va être très lourd à étudier, et donc ça serait très difficile à trouver une théorie pour traiter les non-linéarités qui figurent dans les systèmes. Donc, qu'est-ce que les gens font? Donc, ils supposent que le terme, donc ils rajoutent ils couplent le système, et ce couplage, comme j'ai dit au départ, ça remplace en quelque sorte la non-linéarité physique qui existe dans le système réel. D'accord, merci. Alors, permettez-moi, moi, sauf si j'ai le temps, d'une deuxième question. Oui, avec plaisir. Pour l'opérateur A epsilon et B epsilon, oui. Peut-on se permettre d'avoir une génération, c'est-à-dire que l'opérateur A epsilon ou bien B epsilon, ou bien les deux, peuvent, par exemple, être dégénérés quelque part? Parce que vous avez supposé que les deux opérateurs A epsilon et B epsilon, ils sont minorés par une constante strictement positive à gauche. Exactement. Peut-on, dans la théorie que vous choisissez,
choisir un opérateur, ou bien A epsilon, ou bien B epsilon, qui peuvent dégénérer quelque part. En fait, à ma connaissance, ce qu'on peut permettre pour les coefficients A epsilon et B epsilon, c'est-à-dire je peux ne pas supposer qu'il est symétrique ni périodicité. Donc, je peux faire tomber la symétrie et la périodicité et toujours, les choses marchent toujours. Mais pour la dégénérescence, donc franchement, je connais pas des travaux dans ce sens. C'est une question très intéressante. Mais moi, je pense que pour la dégénérescence, on peut rajouter une perturbation de telle sorte à s'éloigner, d'accord, de la singularité. Mais Non, 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 j'ai pas lu non, on peut se permettre d'avoir une dégénérescence asymptotique, par exemple. D'accord. C'est-à-dire que l'opérateur lui-même, il dépend des epsilon, mais il n'est pas, donc il dégénère par une constante qui dépend des epsilon aussi. D'accord, d'accord. Donc c'est une question intéressante, mais personnellement, j'ai pas lu. C'est-à-dire, on perd pas l'inversibilité, on perd pas la notion d'inversibilité de l'opérateur. Donc, mais les coefficients gamma qui minorent les opérateurs, ou bien A epsilon, ou bien B epsilon, ils peuvent dépendre des epsilon. Tout à fait, tout à fait, tout à fait. Est-ce que les lemmes techniques que vous avez besoin quelque part que les opérateurs sont effectivement minorés par une constante indépendante de epsilon, ou bien on peut rajouter une fonction de epsilon? Non, non, il faut qu'il soit minoré par des constantes indépendantes de epsilon. D'accord, d'accord. Car sinon, ça peut diverger. Parce que n'oublie pas que l'objectif, c'est d'obtenir une DP limite qui nous donne une information sur le fonctionnement ou bien sur les lois de la dynamique résultante, la dynamique limite. Donc, ils doivent être indépendantes de epsilon. Merci, Ahmed. Alors, je passe. Merci. Oui, merci, Ahmed. Monsieur Mohamed Ghattassi a une question. تفضل سي أحمد غطاسي. محمد غطاسي. Monsieur Ghattassi, est-ce que vous m'entendez? Bon, je passe à la question de Bouchra Mejri. Oui, Bouchra. Allô? Bouchra? Oui, bonjour, vous m'entendez? Oui. Oui, on vous entend très bien. Parfaitement. Merci pour la présentation. En fait, ma première question, c'est sur les conditions entre le matériau et l'inhomogénéité. Est-ce que c'est des conditions de type transmission parfaite? Et aussi ma question sur les conditions sur la cellule. Est-ce que c'est des conditions périodiques? Donc, en fait, est-ce que c'est des conditions périodiques? Donc, dans tout le travail, ou bien dans cette présentation, j'ai considéré le cas périodique, que ce soit des coefficients ou bien la structure. Donc, le oméga, j'ai considéré un oméga qui est périodique, mais comme j'ai dit, il existe des techniques, par exemple la H-convergence, d'accord? Il y a des topologies qui permettent aussi d'étudier ce type de problème pour des cas non périodiques et qui ne satisfait pas aussi la symétrie. Donc, pour la transmission… Et sur l'homogénéité? Pour l'homogénéisation, j'ai dit que les coefficients, je peux me permettre de ne pas considérer des coefficients périodiques. Donc, ça existe. Donc, il existe des techniques… Non, c'est en fait par rapport à l'inclusion, parce qu'il y a un matériau, il y a une inclusion. Et ce que je demande, c'est les conditions entre les deux. Je n'ai pas bien compris votre question. Est-ce que vous pouvez la reformuler? En fait, par exemple, si on va prendre des vides et on va chercher, on va homogénéiser notre matériau. Et là, c'est quel genre de conditions vous avez pris? Si on va considérer des domaines qui contiennent des trous, par exemple des domaines poreux, c'est ça? D'accord. Mais ce n'était pas pour votre cas, en fait. Voilà. Vous avez pris des inclusions. Exactement, d'accord, j'ai compris. Donc, pour Y, pour le maillage Y, voilà, donc là, j'ai considéré un maillage normalisé 0,1 à la puissance n, mais pour
pour des domaines perforés, donc il existe différentes techniques pour étudier. Soit je considère déjà l'espace d'état, ça va être un espace qui dépend de epsilon, c'est-à-dire que ce soit l'espace d'Hilbert considéré ou bien l'espace de Banach. Donc déjà l'espace d'Hilbert va être un espace d'Hilbert H epsilon. Donc ça c'est la première remarque. La deuxième remarque, il faut que la mesure aussi considérée sur cet espace de Hilbert dépend de epsilon de telle sorte à avoir des estimations indépendantes de epsilon. Parce que lorsque je considère un domaine pour perforer, j'utilise déjà pour la topologie, je dois changer la topologie que j'ai utilisée dans ce travail. Donc, on utilise soit la H-convergence, soit les techniques de Luc Tartar et Murat. Est-ce que c'est clair, Bouchra? Merci merci. Merci, Bouchra. Excusez-moi, vous m'écoutez ou pas? Oui. Monsieur Rattafi? Oui. D'accord, parce que je vous ai appelé tout à l'heure, mais... désolé, je ne sais pas, peut-être qu'il y avait un problème. D'accord, donc vous pouvez poser la question, hein, monsieur Rattafi. Voilà, merci Selim pour l'exposé. En fait, j'ai une petite question à propos du modèle que vous présentez. Oui. En fait, vous prenez un truc homogène sur le bord. La question, si vous prenez un truc non homogène et quand vous passez à la limite, est-ce qu'il y a des problèmes qui se posent sur le bord? Est-ce qu'il y a des problèmes qui se posent en homogénéisation, vous voulez dire? Oui. Oui, tout à fait. Il y a des problèmes qui vont se rajouter. Par exemple, déjà, avant de prendre des problèmes, une EDP non homogène, je peux considérer une EDP avec données initiales qui dépendent de epsilon. Donc, les données initiales que j'ai considérées dans l'EDP sont indépendantes de epsilon de telle sorte à ne pas avoir des problèmes. Parce que quand je fais mes calculs, à un certain moment, je cherche à ce que mes constantes soient toutes indépendantes de epsilon. Donc, du coup, le fait de rajouter des données initiales qui dépendent du epsilon, ça va changer complètement la méthode. Je pense même la méthode à deux échelles ne sera pas adaptée dans cette situation. Donc, avant de parler des conditions au bord, par exemple, dire que les U epsilon est égal à G epsilon en 0, etc. Donc, sans parler même des conditions au bord, le fait de considérer des données initiales dépendantes de epsilon, ça rajoute ça rajoute des questions. Donc, vous cherchez des trucs uniformes en epsilon, c'est ça? Exactement. Okay. Et vers la fin, j'ai donné une estimation sur l'erreur entre la solution U epsilon et U. Je parle de grand U, c'est-à-dire qui contient U, UT et θ epsilon. Okay. Donc, pour contrôler l'erreur qui existe entre les deux modèles. Ces genres d'estimations sont très importantes lorsqu'on passe en simulation numérique. Parce qu'on ne va pas s'amuser à changer à chaque fois les matériaux et voir ce qui va se donner. Donc, on doit laisser la machine réfléchir et nous aider pour la bonne conception du matériau limite. Oui, parce que vous connaissez, dans le cas où dans le cas de limite de diffusion, on a ce qu'on appelle les couches limites. Là. Donc, je pense que c'est la même chose dans le cas de homogénéisation. Ok, merci. Merci, M. Ratassi. Donc, on a déjà dépassé le temps. Donc, je remercie tous les présents pour l'intérêt qu'ont porté à cet exposé. Et j'espère vous voir la prochaine fois, Inch'Allah. Selim, je te remercie beaucoup, infiniment. J'espère que c'est clair. J'espère que cette présentation est claire. Donc, Selim, c'est comme toujours. Hein, tu exposes très bien, exposé très clair. Même on n'est pas bien familiarisé avec l'homogénéisation, mais personnellement, j'arrive à comprendre des choses. Donc, je vous remercie toutes et tous et j'espère vous voir la prochaine fois, Inch'Allah. Selim, j'espère te voir encore parmi nous. Inch'Allah, oui. Avec bientôt. Plaisir. Avec plaisir, c'est mon chef. Merci beaucoup. D'accord. Alors, au revoir.